À la une ce soir, la mobilisation des étudiants du campus de Schellcher continue. Ils manifestent depuis 5 jours contre le retour possible des mises en cause dans l'affaire du Sérigmia. Une rencontre est prévue avec leur président demain. À moins d'une semaine du week-end de Pâques, il est temps de faire les achats pour les matoutous. Les crabes surgelés sont de plus en plus plébiscités. Les crabes frais, quant à eux, continuent à faire vivre les petits vendeurs. Pour les cuisiniers, certains ont la chance d'être déjà en vacances. Quelques campeurs commencent à s'installer. Les réservations dans les hôtels ont également déjà été enregistrées pour le long week-end. Et puis, nous parlerons football avec un retour sur la rencontre d'hier soir entre les Matininos et la sélection de Trinidad. Un match qui s'est soldé par un score de 0-0, une belle performance de nos joueurs à saluer face à une équipe de professionnels. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 5 jours que les étudiants du campus de Schellcher sont en grève et leur mobilisation continue. Ils refusent que les professeurs mis en cause dans l'affaire Sérigmia puissent récupérer leur poste. Une rencontre avec le président est prévue demain, mais leur mobilisation reste toujours d'actualité. Reportage de Jean-Marc Dabreux et d'Aurélie Talmansi. La nouvelle a vite circulé sur le piquet de grève du campus de Schellcher. La rencontre annoncée avec le président de l'Université des Antilles sonne comme une première victoire. S'il nous reçoit demain, c'est un premier pas vers nos objectifs. On va lui demander qu'est-ce qu'il compte faire pour nous et quel est son positionnement par rapport à l'affaire. Les questions sont en cours de préparation pour demain. Un rendez-vous obtenu après 5 jours de blocage et plusieurs lettres restées sans réponse. Pour cet étudiant, l'ouverture du dialogue arrive un peu tard. Ça fait déjà 1 mois ou 2 que nous sollicitons le président par rapport à au positionnement de l'université face à cette affaire. Et nous n'avons pas de réponse. Nous avons écrit des motions, nous avons écrit des lettres ouvertes sans réponse. Conséquence, plusieurs examens ont été annulés depuis le début de la grève. Les vacances de Pâques commencent mercredi. Certains font part de leurs inquiétudes. Il faut savoir que nous avons beaucoup de professeurs avec nous qui nous ont dit que les examens allaient être reportés. Rien n'est inquiétant, tout est administratif, donc tout peut être décalé, donc il n'y a aucun souci à ce niveau. Donc je laisse les services administratifs nous indiquer très clairement comment les choses doivent être prises en compte. Le président nous dira ce qu'il faudra faire à ce niveau. Mais pas question de relâcher la pression. La venue de Stage Jonqui ne permettra pas la levée immédiate du blocage. Tant qu'il ne sera pas sur le pôle, et même quand il sera présent sur le pôle, tant que nous n'aurons pas échangé, discuté avec lui, tant qu'on n'aura pas son positionnement, son point de vue sur les questions que nous devons lui poser, le barrage ne sera pas levé. Déterminés à empêcher le retour des enseignants mis en cause dans l'affaire du Sérigmia, les étudiants mobilisés attendent de pied ferme la réponse de leur président. Plus que 4 jours avant le long week-end de Pâques, il est donc temps d'acheter l'ingrédient principal pour réaliser de bons matoutous. Les crabes, encore vivants sur les bords de route ou surgelés dans les grandes surfaces, chacun ses préférences. Voyez ce reportage de Marie Tricot et de Luis Sabas. À 12 ans seulement, Gerdy Lélie est tombée dans la marmite de matoutou dès sa naissance. Aujourd'hui, son père chasse le crabe et c'est lui qui assure le nourrissage. Pour la canne à sucre, quand on la prend, on l'épluche avec un coutelas et on aura une peau, la peau blanche de la canne à sucre comme on la mange. Ils vont commencer à déguster, à manger et c'est surtout le soir parce qu'en fait c'est le soir que les crabes ils s'animent, on les voit le matin comme ça, mais le soir ils viennent tous sur les parois parce que c'est le soir qu'ils chassent en fait. Des fruits en guise de régime pour dégorger les crabes. Il faut compter 3 € pièce pour ce spécimen de terre et de belle taille. La crabière compte plus de 300 crabes. Ils seront tous vendus d'ici lundi. Josué, lui, passera la matinée sur le bord de la route à appâter les amateurs de crabes. Il faut essayer de mettre ça mais entre les pattes de derrière. Et tu coinces entre les pattes arrière et puis tu arrives à les prendre sans qu'ils te mordent. Chez lui aussi, le crabe est une affaire de famille. Le fruit de sa vente servira à financer ses vacances. Il espère en vendre une trentaine aujourd'hui, à 2 € pièce. Comme je pars en voyage, c'est pour avoir un peu de sous, pour acheter ce que j'ai envie d'acheter, au lieu de demander à chaque fois à mes parents. Dans cette grande surface, les crabes surgelés ont été commandés dès le mois de juillet pour répondre à la demande. Plus d'1 tonne attend les clients qui veulent honorer la tradition, tout en se simplifiant la tâche en cuisine. C'est déjà nettoyé, donc il faut juste l'assaisonner puis faire cuire. Est-ce qu'il a le même goût? Non. Non, le goût n'est pas pareil, mais ça c'est mieux.
En provenance directe de Madagascar, les crustacés, aussi prisés par les Asiatiques, se font plus rares dans les bacs martiniquais. Il y a quelques années de cela, nous avions des ventes qui étaient, on va dire, minimes. Au fil des années, ça a pris de l'ampleur et nous avons de plus en plus de clients qui demandent ce crabe. Mais c'est aussi plus cher. C'est aussi plus cher. C'est aussi plus cher. Pourquoi? Parce que le marché est beaucoup plus tendu, l'offre est beaucoup plus tendue par rapport à la demande chinoise qui est très très forte et qui prend quasiment tout le stock de Malgaches. Frais ou surgelés, verdict lundi dans les assiettes. Et pour avoir beaucoup de temps pour concocter les recettes, certains ont la chance d'être déjà en vacances. Il faut dire que ceux qui ont l'intention de camper doivent réserver leur place au plus tôt. Quant à ceux qui choisissent la formule hôtel, ils sont un peu moins pressés, mais sont nombreux à avoir déjà réservé. Un reportage sur lequel nous reviendrons dans le courant d'édition. En attendant, nous partons en Guadeloupe. Rien ne va plus au CHU de Pointe-à-Pitre. Médecins, infirmières, agents des services paramédicaux ont tous décidé de faire usage de leur droit de retrait. Une nouvelle qui pourrait bien encore compliquer l'organisation de l'établissement, pointé du doigt pour de nombreux dysfonctionnements qui seraient à l'origine de certains décès. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. De nouveau réunis ce matin en Assemblée générale, le collectif de défense du CHU attend toujours la décision de l'ARS concernant la délocalisation du centre hospitalier. Tout en sachant que le collectif là avait lutté sur GTG, nous avons gourmé pour une délocalisation totale puisque la situation à l'hôpital là qui a dégradé de jour en jour, malades pris en charge en l'autre difficulté qui a fait que les métiers soignants nous pas qu'à exercer pleinement. Nous t'ai rencontré, il est arrivé à la semaine passée, il dit nous qu'à suivre le dossier là depuis plus de 3 mois. Donc je dis je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de bonne réponse pour les gens qui a suivi un dossier depuis plus de 3 mois. Demain qu'il y ait bon schéma régional de santé qui tienne la route, elles vont délocalisation totale à l'hôpital là pour que les patients qui couchent en dans l'hôpital là et aussi les soignants qui travaillent au quotidien que vie à eux pas en danger sur le long terme. Le personnel en quête d'information reste lui aussi mobilisé. Je suis venu me renseigner sur la situation du CHU et puis constater qu'effectivement nos collègues sont en souffrance psychologique et que c'est peu évident pour nous tous, quoi. Certains ont exercé leur droit de retrait et d'autres pas, mais voilà, c'est dur. Le conseil de surveillance du CHU doit se réunir jeudi prochain. Le collectif espère donc obtenir des solutions concrètes pour la délocalisation de leur établissement hospitalier. Autre polémique toujours en Guadeloupe, le syndicat UGTG dénonce une discrimination à l'embauche des Guadeloupéens pour la réouverture de l'hôtel Ararouac. 80 postes étaient à pourvoir, mais très peu de candidats locaux auraient été retenus, ne correspondant visiblement pas aux standards de l'établissement. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. À un mois de l'ouverture du nouvel hôtel Ararouac, l'UGTG dénonce l'absence de dialogue social et de visibilité concernant le recrutement. Le syndicat craint surtout que les candidats guadeloupéens soient lésés au profit de candidatures extérieures. Nous connaissons un nombre de camarades qui posent candidature à eux et jusqu'à aujourd'hui, ils ont brillé. Alors c'est pour ça que nous avons demandé plusieurs rencontres qui avaient la région. Qui avait cette EIG, nous avons organisé en discussion pour nous savoir au niveau de M. Saint-Luc qui j'ai pas fait le recrutement parce que nous avons fait un travail, nous avons regardé, nous avons lycée hôtelier. Il faut, si je là nous avons lycée hôtelier, nous avons formé jeunes, nous ne pouvons pas nous mettre que les gens sortent dehors pour venir travailler à l'hôtel là. Il faut nous en visibilité, puisque ni l'argent à dedans. M. Charles dit qu'en 2020 ou 2022, il faut y avoir 1000 emplois. À 1000 emplois là, pour y là. Comme il y a 80 personnes pour recruter, c'est-à-dire qu'il faut ces 80 personnes à sortir dans le emploi. Il ne faut pas qu'ils sortent dehors. Selon le syndicat, une sélection de candidats guadeloupéens correspondant aux différents profils attendus a pourtant été faite il y a plusieurs mois. Pôle emploi, donc l'agence de Pointe-à-Pitre, fait un travail immense. Ils manipulent plus de 1000 candidatures pour trier les gens. Ils arrivent à des bons CV que ils présentent employeurs là. Et là, ils ouvrent pas ni pour réponse parce que l'employeur te dit qu'on en novembre, ils ont bassé demander d'emploi la réponse. Là, ils ouvrent pas ni pour réponse. Surtout que demander d'emploi tous les matins. Ils ont mais oh là, ça cabaye. Ils ont interpellé l'employeur là et l'employeur là répond que ces demandeurs d'emploi, ces candidatures là, ils voyaient là, pas ni le standing, d'accord. Ils ont recruté 3 directeurs, mais c'est pas parmi ces CV là ça.
Voilà. Donc, direction, nous, celle qui voit dans ça, c'est menacer agents qui vont nous ces informations-là, ça. Et je dis nous aussi que M. Saint-Luc qui a porté plainte parce que nous diffusons un mail qui est confidentiel. Mais donc, ça, nous commandons, c'est que nous, ni des Guadeloupéens, des demandeurs d'emploi qui sont au chômage, des gens qui sont au chômage, Guadeloupéens qui sont au chômage, qui ni le standing, justement, il n'y a ni plus que le standing, donc ils ont trouvé travail dans l'hôtel là, ça. Selon nos informations, le recrutement serait toujours en cours. Pour le moment, la direction de l'hôtel et celle du Pôle emploi n'ont pas répondu à nos sollicitations. Du côté de l'UGTG, si la situation n'évolue pas rapidement, plusieurs actions sont envisagées. Direction Paris maintenant, où se sont tenus les états généraux de la Guyane. De nombreux thèmes très chers aux Guyanais ont été abordés en présence du président de la CTG. Sécurité, santé, lutte contre l'orpaillage illégal. Environ une soixantaine de personnes avaient fait le déplacement et Stéphane Alessandresco était sur place. Regarde. 11 mois après les accords de Guyane du 21 avril 2017, l'heure est au premier bilan. Ils sont quelques-uns à écouter Rodolphe Alexandre dresser un inventaire des actions menées. Le président de la collectivité territoriale est interpellé par des Guyanais inquiets pour l'économie de leur pays. La première difficulté, mais c'est celle de tout chef d'entreprise en tout cas, c'est sur la solvabilité, c'est-à-dire le financement, les investissements, le prêt bancaire qui est c'est une calomnie en Guyane. Les étudiants sont également en demande d'aide à la mobilité. Le billet d'avion, notamment pour rentrer à Noël, est hors de prix. Comme en Corse, il y a une continuité du territoire qui permet d'avoir des billets d'avion qui sont moins chers. Typiquement, on peut rentrer en Guadeloupe et en Martinique pour beaucoup moins cher que ce qu'on peut rentrer en Guyane. La directive de Nicolas Hulot pour interdire la recherche pétrolière sans alternative inquiète également. Mieux vaut qu'on nous dise c'est interdit de faire des recherches minières, mais alors on va développer les biotechnologies, on va faire de la croissance verte, on va faire de la transition énergétique. Concernant l'orifère et le pétrole, Rodolphe Alexandre assure que le dialogue est encore ouvert. D'autres dossiers importants sont également défendus par la collectivité. La prochaine réunion que nous aurons portera sur le numérique, la couverture notamment de la vallée du Maroni en termes de haut débit, ce sont des points sur lesquels nous serons présents afin d'apporter aux Guyanais de nouvelles conditions de vie. Gabriel Serville regrette quant à lui que la CTG n'ait pas été consultée à propos de l'arrêt des recherches pétrolières et défend une gouvernance de la Guyane plus autonome. N'ayant pas peur des mots, il faut adapter une gouvernance qui ressemble davantage à ce que nous sommes et que la loi permette à la Guyane, permette aux élus de Guyane, en concertation bien évidemment avec les élus de la France hexagonale, de pouvoir décliner ce que pourraient être les lois et les réglementations qui soient vraiment adaptées aux problématiques de la Guyane. Un autre problème soulevé est celui de l'immigration clandestine que le gouvernement devra gérer au mieux alors qu'il y est aussi confronté à Mayotte dans l'océan Indien. De retour en Martinique, je vous le disais, certains chanceux sont déjà en vacances. Il faut dire que ceux qui ont l'intention de camper doivent réserver leur place au plus tôt. Quant à ceux qui choisissent la formule de l'hôtel, ils sont un peu moins pressés, mais sont déjà nombreux à avoir déjà réservé. C'est ce qu'ont constaté Marie Tricot et Luis Sabas. Regarde. Willem et ses amis ont déployé les grands moyens pour ces dernières vacances au pays. À la rentrée prochaine, ils rejoindront l'Hexagone pour étudier. Du bois naturel qui n'a pas d'humidité, qui veut dire que quand on va venir le brûler, il va pas forcément, ça va pas atteindre, c'est pas chimique en fait, c'est un truc qui n'est pas chimique. Du coup, c'est pour faire un barbecue, cuisiner, même faire un feu de camp, on peut utiliser pour... Alors la dizaine de jeunes n'a pas hésité à traverser la Martinique, du nord au sud, pour cette première expérience sous les bois, maintenant sans un peu de confort. Du poulet avec des pommes de terre sautées. Eux sont des chevronnés du camping à cette période. Le grill est trop large pour les merguez. Chaque année, pour la Pâque, cette famille passe 2 semaines face au remous de la table du diable. On fait des jeux, des grillades, de la musique, toute la journée ou la nuit et tout. Aller à la mer. C'est une façon aussi de s'évader pendant de toute l'année, quoi, en fait. Bon. Puis on n'attend pas qu'avec impatience. Tous les amis seront là, tous ensemble, on va pouvoir fêter ça dignement et correctement avec les crabes. Un week-end de Pâques attendu par les professionnels du tourisme. Dans cet hôtel, des forfaits sont proposés à la clientèle locale pour remplir le cahier de commandes. Le week-end qui arrive va représenter à peu près 30 à 35% de la clientèle de l'établissement. C'est énormément pour nous puisque là, on a la clientèle extérieure qui commence à partir et l'hôtel est
en train justement de se vider légèrement, donc ça fait de la place pour notre clientèle locale. Les clients sont attendus dès ce jeudi saint. La plupart réservent quelques jours seulement. Pour les plus chanceux, les vacances de Pâques commencent déjà. Place au sport avec un retour sur la rencontre d'hier soir entre les Matininos et la sélection de Trinidad. Un match de football qui s'est soldé par un score nul 0-0. Un bon galop d'essai pour le nouveau coach Mario Boccali face à une équipe de professionnels. Compte rendu avec Karil Chassol et José Le Cherti. Dès l'entame du match, la Martinique en bleu tente de mettre en place son jeu. Les protégés de Boccali se projettent vers le but adverse, mais sans se créer de véritables occasions. Progressivement, Trinidad dessert l'étau et se montre dangereux. Le match s'équilibre et se joue surtout au milieu de terrain. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent jusqu'à la 30e minute et cette tête au-dessus côté trinidadien. La Martinique répond par Yann Timon, trouvé en profondeur, mais il ne cadre pas. À la pause, le score est nul et vierge. Les Trinidadiens qui ont joué vendredi me semblent être plus en jambes. Ils ont quand même 5 joueurs pro avec eux. Nous, Martinique, on essaie de bien défendre, de rester organisé. On a eu une opportunité, un ballon qui aurait pu finir au fond. Malheureusement, Timon n'a pas été efficace. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ils sont meilleurs techniquement. Dans la circulation de balle, ils sont meilleurs. Ils sont aussi mieux organisés que ça. Ils sont très sérieux, très appliqués. Nous, pour l'instant, en défense, on tient bien. Mais je crois que ça va pas continuer parce que franchement, il va falloir resserrer les liens en milieu de terrain. Dès la reprise de ce match amical, Mario Boccali fait 2 changements, avec l'entrée notamment de Kevin Parsemin. Et rapidement, le joueur joséphin se met en évidence, mais la balle est trop profonde. Et sous cette belle frappe, c'est le portier trinidadien Foussette qui s'interpose. Les Soca Warriors répondent par cette occasion, mais la frappe de Jovin Jones trouve le poteau droit des buts de Vermignon. Yann Timon a l'occasion d'ouvrir la marque, mais là encore, il ne trouve pas le cadre. À l'approche de l'heure de jeu, les Matininos haussent le ton, mais cette belle phase de jeu est mal conclue. À 10 minutes de la fin, ce corner est récupéré par Parsemin, qui d'une aile de pigeon trouve à bol. Sa frappe est repoussée par le portier trinidadien. Et dans les arrêts de jeu, ce sont les Trinidadiens qui se montrent dangereux par Cyrus, mais Vermignon est vigilant et au final, les deux formations se séparent sur ce score nul et vierge. C'est un groupe nouveau, on vient de commencer. Il y a beaucoup de choses à peaufiner et à arranger. Donc je pense qu'on peut encore mieux faire. Et comme vous avez vu, ce que nous avons proposé ce soir en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux que la première. Il nous reste encore du temps pour pouvoir travailler et je pense que vous verrez cette sélection avec de meilleures dispositions. Je vois une équipe qui a été bien disciplinée, qui a bien respecté les consignes. Je crois qu'il y avait des consignes par rapport à une observation qu'on avait faite de Trinidad. Et je crois qu'on a bien respecté toutes ces consignes-là de façon à être justement costaud, solide. Et puis on a réussi à se projeter vers l'avant pas mal de fois. On a trouvé quelques occasions et on a failli scorer. Bon, je crois qu'on peut dire à se contenter de ce match-là face à une équipe qui est avec des pros. On était avec nos joueurs locaux. Je crois qu'ils ont fait bonne figure. On a réussi à mettre des jeunes aussi qui sont très bien rentrés. Donc je crois que c'est de bon augure pour la suite. Un match amical riche en enseignements pour le staff martiniquais dans l'optique de la phase qualificative de la Ligue des Nations de la CONCACAF qui débute en septembre prochain. Outre le football, ce week-end a également été marqué par la victoire de la Barbadienne Chelsea Tuache et de l'Italien Leonardo Fioravanti au Martinique Surf Pro. En tennis, l'Open Corsair est revenu à Irina Ramialisson chez les femmes et à l'Ukrainien Artem Smirnov. Retour sur les principaux faits du week-end avec Karil Chassol et José Le Cherti. Temps fort de ce week-end, la 4e édition du Martinique Surf Pro est revenue chez les femmes à la Barbadienne Chelsea Tuache. En finale, elle s'est imposée face à l'Australienne Claire Bevilacqua. Chez les hommes, l'Italien Leonardo Fioravanti a pris le meilleur sur l'Américain Nat Young. Et épilogue également en tennis de l'Open Corsair. Chez les femmes, Irina Ramialisson conserve son titre. En finale, elle a battu Alice Baquier 4-6, 7-5, 6-1. Chez les hommes, le Martiniquais Johan Tatlo n'a pu aller au terme de sa finale. Il abandonne sur blessure. Artem Smirnov remporte cet Open Corsair. En athlétisme, les foulées de la SPTT sont revenues hier à Loïc Louis-Mondésir de la mairie sportive. Il parcourt les 10 km dans les artères de la capitale en 34 minutes et 23 secondes.
Thierry Jacques-Édouard de la Rénovation et Jean-Philippe Kenneth de la mairie sportive complètent le podium. Chez les femmes, c'est un triplé de la mairie sportive que l'on a eu droit avec Astrid Laurent, Anne Auray et Roselyne Emely. Sport collectif en basket féminin, le choc de la 18e journée du championnat de N3 a vu l'éclair venir à bout du Golden Lion 61-52. La Gauloise a défait le Golden Star. Chez les hommes, le Wax et l'US du Caucase se sont imposés suite de cette dernière journée du championnat le week-end prochain. En handball masculin, en match en retard de la 14e journée du championnat de pré-national, le Réveil sportif a battu l'Espoir de Floréal 29-26. En volleyball féminin, la 19e journée du championnat d'excellence a vu la victoire de l'Espoir, du Good Luck et de l'Éveil. Les Lucéennes sont leaders devant Iléenne, Ansoise et Ducossaise. Chez les hommes, la 20e journée du championnat a souri au Rayon et au RCA. Au classement, l'Espoir devance le Rayon, le Good Luck et le RCA. En football féminin, 2 matchs en retard du championnat étaient au menu ce week-end. L'émulation a disposé de l'entente Club Colonial Hirondelle et partage des points entre le Racing et le Club franciscain. Au classement, les Joséphines sont leaders devant Franciscaine, Chalchéoise et Pilotine du Sud. C'est l'un des grands rendez-vous sportifs des vacances de Pâques. 4 jours de compétition de gommiers. La Côte Caraïbe va commencer ce mercredi. Alors, quels sont les enjeux? Quelle sera l'organisation? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le responsable logistique, Pédric Petitot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'agit d'un des plus grands rendez-vous dans le calendrier du Club des Gommiers de Martinique. Expliquez-nous ce qu'il va se passer et combien de gommiers vont y participer. Donc effectivement, c'est la compétition majeure qui serait l'équivalent du Tour des Yoles de la Martinique pour nous les gommiers. Donc nous allons faire une compétition qui va nous faire nous balader de ville en ville selon les étapes. Et il y aura 7 gommiers en compétition cette année. Alors justement, quelles seront les étapes, les jours? Alors mercredi, nous allons partir du Diamant pour rejoindre la ville de Sainte-Luce. Après, le lendemain, le jeudi, nous allons aller... partir de Sainte-Luce, faire une bouée à Sainte-Anne et descendre vers les Anses d'Arlay. Après une journée de repos vendredi, on va reprendre la compétition samedi avec un parcours qui nous fait rejoindre les Casse-Pilote et Californie en partant des Anses d'Arlay. Et le dernier jour, nous allons faire une boucle dans la baie des Flamands avec un parcours qui nous fait rejoindre Californie, en partant de Californie, Fort-de-France, le Bourg des Trois-Îlets et on arrivera à l'Anse-Salane. Alors, une compétition un peu équivalente au Tour des Yoles de Martinique. Comment ça va se passer dans les villes-étapes? Normalement, à chaque arrivée d'étape, les équipages qui ont gagné l'étape et qui sont sur le podium seront récompensés par une remise de maillot. Et on espère avoir quelques officiels qui viendront soutenir notre manifestation. Et pourquoi que la Côte Caraïbe? Pourquoi pas tout le Tour de la Martinique comme le Tour des Yoles? Alors, les gommiers ont surtout leur base sur la côte Caraïbe. La côte Atlantique a été plutôt à garder une culture yole parce que c'était un côté où la mer était plus agitée. Donc, ils ont privilégié la yole qui était un bateau qui était plus stable. Et nous, on est plutôt resté sur la côte Caraïbe et surtout dans le sud Caraïbe. C'est-à-dire qu'après Casse-Pilote, on commençait à avoir les avirons jusqu'à Saint-Pierre. Alors qu'à partir de Chelcher, dans le temps, on avait les gommiers à voile. Et c'est pour ça que nous, on est resté sur la côte Caraïbe et notre compétition reste sur ce côté-là de la Martinique. Et j'en profite pour rebondir parce qu'on me pose encore souvent la question, c'est quoi la différence entre le gommier et la yole? Alors le gommier, c'est une embarcation qui date du le temps des Amérindiens, qui est construite avec un arbre qu'on fouille, donc c'est un bois fouillé, alors que la yole, c'est un assemblage de planches qui a apparu bien plus tard, donc des siècles après le gommier, parce qu'il y avait une raréfaction des arbres, parce qu'il faut trouver un grand arbre dans la forêt pour pouvoir fabriquer un gommier, alors que la yole, c'est un assemblage de planches qu'on peut fabriquer plus facilement. Et vous souffrez encore un peu du manque de visibilité par rapport au Tour des Yoles. Qu'est-ce qui explique cela, le manque d'engouement du public et des villes qui organisent les étapes? Effectivement, dans le temps, c'était le gommier qui avait le monopole des compétitions et la faveur du public. Il a été pris par la yole qui a eu la chance d'avoir des membres administratifs du conseil d'administration qui avaient de bonnes politiques en termes de gestion et de communication. Parce que du temps de Georges Brival, où il a permis à certains partenaires d'utiliser les voiles pour pouvoir
sponsoriser les yoles, ça leur a permis d'avoir des recettes et de développer l'activité et de garder l'activité. Alors que les gommiers qui avaient eu plus de mal et peut-être moins de chance, parce qu'il faut aussi savoir qu'Alain Dédé était président du CROSMA, donc ça aide à obtenir des subventions, d'être dans ce genre de domaine-là, chose que nous, on n'a pas eu malheureusement. Et de ce fait, du fait des recettes moindres et d'un sport qui est relativement cher, la voile, le gommier en a un léger déclin. Alors, on rappelle, on invite la population, c'est ça, à partir de ce mercredi, ça commence ce mercredi au Diamant. Ce mercredi au Diamant. Sainte-Luce. Sainte-Luce. Donc, on invite tout le monde à nous venir supporter, puisqu'il y aura une guerre fratricide entre Iléens, Lamantinois, Lucéens et Pilotins du Sud. Puisqu'il faut savoir que plusieurs villes sont représentées. Donc là, l'année dernière, c'est un fait de course qui a fait que Grain-d'Or des Trois-Îles n'a pas gagné la Côte Caraïbe, puisqu'il a cassé son malog, il était premier avec 25 minutes. Donc eux, ils seront revanchards. Derrière, on a tous envie de mettre notre nom au palmarès. Donc c'est sûr qu'en venant voir ce spectacle, il y aura du spectacle sur l'eau et il y aura des choses à voir. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons à Trinité où une exposition réalisée par des élèves de 5 à 19 ans a pris ses quartiers à la sous-préfecture. 70 œuvres réalisées à partir d'éléments naturels. Et puis nous vous présenterons en avant-première la collection de vêtements réalisés par Nadine Pulvar pour la boutique créative Look. Mais avant, un peu de musique avec un coup de projecteur sur le chanteur lyrique martiniquais Kevin Pron qui est de retour au pays pour présenter son nouveau clip Cri de l'homme. Il s'agit d'un titre tiré de son tout premier EP. Il s'agit d'un mini-album. Le contre-ténor avec sa voix particulière a voulu rendre hommage aux populations meurtries dans les zones de guerre. Rebecca Riol l'a rencontré aujourd'hui et je vous propose de découvrir ce que ça donne. Regardez. J'ai voulu vraiment au travers de ce morceau justement exprimer le drame humanitaire mondial, puisqu'il ne s'agit pas seulement de parler de la Syrie, mais de parler vraiment de tous les conflits internationaux et qui évidemment mettent en danger pas mal de populations, donc des personnes innocentes. J'ai commencé la musique au travers d'une comédie musicale qui dénonçait l'enfance maltraitée. Donc dès tout petit, j'ai été confronté à des situations comme celle-ci. Donc aujourd'hui, je veux que ma musique puisse aussi défendre des causes qui sont très importantes, puisque à partir du moment que la vie humaine est en danger dans une partie du monde, c'est vraiment toute l'humanité qui est en danger. C'est pas du tout un message religieux, mais c'est plutôt une métaphore, puisque en fait, Kyrie eleison veut dire « aie pitié de nous ». Donc c'est comme si l'humanité justement criait vers quelque chose de plus grand qu'elle pour un appel au secours. C'est vraiment de l'aide, un SOS national. Donc j'ai vraiment voulu me baser sur la liturgie chrétienne pour pouvoir exprimer ce message international. ATV reste tout proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Trinité avec une exposition à découvrir à la sous-préfecture. Elle a été réalisée par les élèves âgés entre 5 et 19 ans des écoles du Verpré, Robert et de Trinité. Ils ont produit 70 œuvres réalisées uniquement à base d'éléments naturels et recyclés. Voyez ce qui vous attend sur place avec cette ambiance captée par Jean-Marc Dabreux et Aurélie Talmansi. Regardez. Voici le visage de la citoyenneté. 70 œuvres créées collectivement à partir de matériaux naturels ou objets recyclés. Nous avons utilisé des bouchons en plastique pour pouvoir faire le fond de la mer. Nous avons utilisé des boîtes d'œufs pour essayer de recréer les algues.
Nous avons utilisé du carton pour faire des poissons. Le résultat de 3 mois de travail réalisé par des jeunes âgés entre 5 et 19 ans, issus de plusieurs écoles de Trinité, du Verpré et d'associations du nord de la Martinique. Vous avez des enfants du CP et CE1 qui ont fait du travail avec une potière qui est installée sur le Verpré, avec les enfants du CM2 pour l'école Oculine Amazon du Verpré. Après, vous avez les autres associations qui font beaucoup de récupération et ils ont pu récupérer des bouteilles en plastique, des bouchons, des matériaux de la nature et pour pouvoir créer des œufs. À l'origine, une demande du sous-préfet de Trinité. L'idée, traduire l'expression de la citoyenneté via la confection d'œuvres d'art. La citoyenneté est encore plus forte aujourd'hui, vu les événements qui se sont passés la semaine dernière. Il était important aussi de souligner que nous sommes tous unis aussi, la nation tous unis par rapport aux événements qu'il y a eu. Une exposition éphémère, couronnée par la remise d'un certificat de la citoyenneté. Nous restons dans le nord et direction Basse-Pointe avec un retour sur le show offert par Cassav hier après-midi. Près de 10 000 personnes ont fait le déplacement pour assister au concert offert par la ville sur l'esplanade de la salle des fêtes. Voyez cette ambiance. De la mode pour terminer ce JT des communes avec la boutique Creative Look basée au Marin qui se prépare à présenter ses nouveaux modèles. La styliste est une pilotine en pleine reconversion professionnelle et elle mettra en avant ses créations sous forme de défilé prévu ce mercredi 28 mars prochain. Hubert Bornil et Johan Boulard l'ont rencontré. Regardez. Une petite boutique, seulement 12 mètres carrés pour Nadine qui expose ici ses modèles. Elle y travaille d'ailleurs. C'est une jeune femme qui a plein de talents. Vous allez le voir d'ailleurs. Ça sera un peu ça l'idée parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de showrooms. L'occasion pour elle de montrer ses modèles, de montrer comment elle trouve les moyens d'agencer des styles nouveaux. Nadine fait partie de ces talents cachés que peu de gens ont la chance de rencontrer. La couture, une passion qu'elle entretient depuis sa tendre enfance. Moi, j'ai appris sur le tas. Ma mère faisait de la couture, ma grand-mère idem. Mais le petit souvenir que j'ai, c'est que toutes les fois qu'elles étaient devant leur machine, sur leur table, je me baissais et ramassais des petits bouts de tissu. Je prenais les tissus et je faisais des robes de poupée. La styliste qui a délaissé sa machine à coudre durant de longues années pour une autre activité professionnelle se dit en pleine reconversion. Cela fait juste quelques mois qu'elle a créé sa boutique au Marin et peu à peu, la passion reprend le dessus. J'ai réalisé une petite combinaison. En fait, les pois sont un petit peu à la mode. Donc, j'ai travaillé un petit peu les gros pois, les petits pois sur du crêpe. Parce qu'en fait, ce tissu-là, justement, par rapport au crêpe, par rapport au thème glamour, justement, qui définit une certaine sensualité. Donc, pour le défilé, j'ai beaucoup travaillé ce tissu-là. Habituée des showrooms, Nadine aborde ce défilé avec une grande sérénité. Pour l'heure, elle s'accorde à peaufiner ses créations. Je réalise des modèles, mais je travaille aussi avec le prêt-à-porter. Donc, comme ce modèle qu'elle va porter le jour du défilé, c'est la robe chemise un peu évasée, qui cache un peu les formes et qui a un côté chic, glamour, comme je disais tout à l'heure, suave. Voilà. Alors, on a rendez-vous avec Nadine le 28 ans. Vous avez noté ça, la Palouza. Donc, ouais, belle bagaille, bel modèle. En plus, l'entrée sera gratuite. C'est 19h30.
Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place du marché aux Marins. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zomda-Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.